ta sœur doit 240 000 $. C'est toi qui vas payer, a dit papa. Ou alors, tu ne es plus notre enfant. Je les ai regardés tous les deux. Alors je ne le suis plus. J'ai appelé ma banque ce soir-là. 7 jours plus tard, toute la famille s'est présentée. J'ai ouvert la porte et j'ai dit, trop tard. Mon père l'a dit comme il disait, passe le sel. Ta sœur doit 240 000 $ et tu vas payer. Ce n'était pas une question, ni même une déclaration qui m'était vraiment adressée, de la manière dont on s'adresse à quelqu'un dont on n'est pas sûr de la réponse. C'était un verdict délivré à une personne déjà condamnée dans une pièce où elle n'avait pas été invitée. J'étais juste là pour être informé. C'était un dimanche après-midi de janvier, le genre de janvier qu'Indianapolis offre sans s'excuser, plat, gris et froid, d'une manière qui ne mord pas, mais qui pèse surtout, constamment, comme si elle avait tout le temps du monde. La cuisine de mes parents sentait le rôti de ma mère que nous n'avions pas mangé au déjeuner. La nourriture était toujours sur la cuisinière. Mon manteau était toujours sur moi. J'étais dans la maison depuis 11 minutes. Mon père était assis en face de moi à table. Ma mère était assise au bout de la table, plus près de lui que de moi. Ses mains étaient sur ses genoux, les deux, et elle les regardait comme on regarde quelque chose qui vous dit ce que vous avez besoin de savoir, mais en espérant qu'à force de regarder, cela finira par dire quelque chose de différent. J'ai remarqué ses mains et je les gardais en mémoire, j'y reviendrai plus tard. L'entreprise de Kayla a fait faillite, a poursuivi mon père. Il y a des créanciers. Il y a des comptes. Certains d'entre eux portent ton nom, depuis que tu as co-signé ce prêt il y a 4 ans. Il a fait une pause, non pas la pause de quelqu'un d'incertain, mais celle de quelqu'un qui a organisé ses points à l'avance et les parcours. À mon avis, c'est une affaire de famille. Nous la gérons en famille. Tu paies. Nous tournons la page. Et c'est tout. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé ma mère. Elle regardait toujours ses mains. J'ai dit, depuis combien de temps le savez-vous? La mâchoire de mon père s'est serrée. Il a dit, ce n'est pas le problème pour l'instant. C'est le problème dont je parle, ai-je insisté. Il a dit, Megan. Juste mon nom, comme les parents disent votre nom quand ils décident s'ils doivent s'engager ou simplement répéter ce qu'ils ont déjà dit. Ma mère n'a pas bougé. J'ai dit, depuis quand, maman? Elle a finalement levé les yeux. Il y avait quelque chose sur son visage qui n'était ni tout à fait de la culpabilité, ni tout à fait de la peur, mais qui vivait dans le même quartier que les deux. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a regardé mon père. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'avais eu beaucoup de conversations difficiles au cours de mes 34 ans. J'avais été assise en face de managers qui m'avaient dit que le projet avait mal tourné, en face de médecins qui m'avaient annoncé des choses que je ne voulais pas entendre, en face d'amis qui avaient finalement décidé de dire la chose difficile qu'ils portaient depuis des mois. On apprend à lire ce qu'une pièce fait réellement, par opposition à ce qu'elle diffère. Cette pièce n'était pas en train d'avoir une conversation difficile. Cette pièce avait déjà pris une décision à mon sujet en mon absence et m'avait invité pour m'informer. Mon père a dit, tu vas payer, ou tu n'es plus notre enfant. C'est là que nous en sommes. Il y a des moments dans votre vie où vous vous attendez à faire une chose, et puis vous faites quelque chose d'entièrement différent. J'avais imaginé, d'une manière générale, que si quelqu'un me disait un jour quelque chose comme ça, je pleurais ou je me disputerais, ou je dirais toutes les choses que j'avais retenues pendant des années. J'avais imaginé du volume, des larmes et l'épuisement particulier d'essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui avait déjà décidé de ne pas comprendre. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai regardé mon père, puis ma mère. Elle était retournée regarder ses mains. J'ai dit, alors je ne le suis pas. Je me suis levé. J'ai pris mes clés sur la table. J'ai ramassé mon manteau, que je n'avais jamais enlevé, et qui me semblait maintenant une sorte de sagesse accidentelle. Je suis sorti de la cuisine, traversé le salon, passé devant les photos de famille au mur, le portrait de Kayla à l'école, mon portrait à l'école, nous quatre à un Noël que je ne pouvais pas situer et suis sorti par la porte d'entrée. Je ne l'ai pas claqué. Il n'y avait aucune satisfaction à la claquer. Le trajet de retour a duré 14 minutes, un dimanche après-midi. Mes mains étaient fermes sur le volant, ce qui m'a surprise. La radio était éteinte. Le chauffage s'est enclenché quand j'ai démarré la voiture, puis a lentement trouvé son rythme. Et j'ai conduit dans les rues grises d'Indianapolis,
ne pensant à rien en particulier, ce que le cerveau fait parfois lorsqu'il absorbe quelque chose de trop grand pour être traité, tout en naviguant dans la circulation. Je suis rentré chez moi, dans mon condo. J'ai accroché mon manteau. Je suis allé à la cuisine et je suis resté un instant devant le comptoir sans allumer aucune lumière. Et puis je me suis assise sur le sol de la cuisine, le dos contre l'armoire, et j'ai pleuré pendant 12 minutes. Je sais que c'était 12 minutes parce que je regardais l'horloge du micro-ondes d'où j'étais assise. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'avais besoin de mesurer quelque chose. Quand les 12 minutes ont été écoulées, je me suis relevé. Je me suis lavé le visage à l'évier de la cuisine. J'ai préparé une tasse de café, ce que je ne voulais pas vraiment, mais qui a donné quelque chose à faire à mes mains. Puis je me suis assise à ma table de cuisine. Ma table de cuisine, pas celle de mes parents, pas un endroit où l'on me rendait des verdicts. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé 2 mots dans la barre de recherche, rapport de crédit. Les résultats sont apparus en quelques secondes. J'avais un service de surveillance. J'avais toujours eu un service de surveillance, parce que j'avais toujours été le genre de personne qui prête attention à ce genre de choses. J'ai cliqué sur mon rapport complet. Le système a extrait les données. Le chiffre en haut de la page m'a arrêté. J'ai posé ma tasse de café avec précaution, comme on pose quelque chose quand on ne fait pas tout à fait confiance à ses mains. Ce n'était pas le chiffre que j'attendais. Ce n'était en fait pas un chiffre que j'aurais pu attendre. Ce n'était pas un chiffre qui est apparu par accident, ou par l'usure ordinaire d'une année difficile, ou par une seule cause que l'on pourrait pointer du doigt et dire, voilà. C'est ça qui a causé cela. C'était un genre de chiffre différent. Je l'ai fixé longtemps. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Diane. Le chiffre en haut du rapport de crédit était de 193 points inférieur à ce qu'il était 3 mois plus tôt. 193 points en 3 mois. Ce n'est pas un chiffre qui s'accumule. Ce n'est pas l'érosion progressive d'un paiement en retard ici, d'un solde élevé là, le frottement ordinaire d'une vie bien remplie. Un score de crédit ne chute pas de 193 points parce que vous avez oublié de payer une amende de stationnement. Il chute de cette manière parce que quelque chose a mal tourné à un niveau structurel, quelque chose de fondamental, quelque chose qu'une seule cause ne peut expliquer. J'ai versé le café que j'avais préparé dans l'évier et j'ai commencé une nouvelle cafetière. Puis je me suis rassise avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à parcourir le rapport ligne par ligne. Il y avait des comptes que je reconnaissais, mon hypothèque, mon prêt automobile remboursé il y a 18 mois est toujours là, comme un bon souvenir, 2 cartes de crédit que j'avais ouvertes moi-même, toutes deux avec de faibles soldes, parce que j'avais toujours payé plus que le minimum, toujours. Parce que j'étais le genre de personne qui lisait les relevés, qui suivait les soldes, qui savait où allait son argent et pourquoi. Puis, il y avait des comptes que je ne reconnaissais pas. Le premier était une ligne de crédit commercial. Le nom de l'institution m'était inconnu. Le solde était de 87 000 $. J'ai regardé la date d'ouverture, il y a 3 ans. Mon numéro de sécurité sociale y était indiqué comme emprunteur principal. Je suis resté très immobile. J'ai pensé à 4 ans plus tôt. Le salon de la maison de mes parents, qui sent le même nettoyant pour tapis depuis 1994. Kayla assise en face de moi, ses cheveux coiffés, son énergie, cette sorte particulière de luminosité qu'elle pouvait activer quand elle voulait quelque chose, le genre qui vous faisait sentir que vous étiez la seule personne importante dans la pièce. Elle avait imprimé un plan d'affaires, 18 pages reliées en spirale. Il y avait un logo, un spa, disait-elle à Broad Ripple, qui est la partie d'Indianapolis où les jeunes et optimistes vont ouvrir des choses. Elle avait déjà trouvé un local. Elle avait déjà parlé à un entrepreneur. Ce qu'elle n'avait pas, c'était un historique de crédit suffisant pour obtenir un prêt commercial. Mon père a dit de juste co-signer, une formalité, 45 000 $. Si elle fait ses paiements, ce qu'elle fera, regarde-la. Regarde ce plan. Elle est tellement sérieuse à ce sujet. Tu ne sauras même jamais que tu as signé quelque chose. Et si le pire arrive, ce qui n'arrivera pas, nous trouverons une solution en famille. J'ai dit, oui. J'ai regardé les documents du prêt. J'ai vu le montant, 45 000 $. Mon nom sur la ligne du co-signataire, le nom de Kayla sur la ligne de l'emprunteur. J'ai demandé une copie. Mon père a dit, bien sûr. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu que la copie arrive. Elle n'est jamais arrivée.
Et je me suis dit que je ferais un suivi, et puis je n'ai pas fait de suivi parce que j'étais occupé, et parce que je leur faisais confiance, et parce que faire confiance à sa famille n'est pas censé vous ruiner. Je suis revenu au présent, aux chiffres sur mon écran. Le prêt que j'avais accepté de co-signer était de 45 000 $. Le compte devant moi affichait 87 000 $. Un refinancement que je n'avais jamais autorisé, des documents que je n'avais jamais signés, ou que je n'avais pas signés sciemment, ou et c'est là que la pensée est devenue quelque chose que je n'étais pas tout à fait prête à achever ou que je n'avais pas signé du tout. J'ai fait défiler vers le bas. Un deuxième compte, une autre institution. Ligne de crédit professionnel. Solde, 61 000 $. Mon numéro de sécurité sociale indiqué comme emprunteur principal. Aucune trace du nom de Kayla nulle part dans le résumé. Date d'ouverture, il y a 2 ans et demi. Un troisième, 34 000 $. Même profil. Puis une carte de crédit personnel, le genre qui vous envoie une carte dans une enveloppe standard et qui ne nécessite rien de plus qu'un nom, une adresse, une date de naissance, un numéro de sécurité sociale, tout ce que ma sœur possédait. Tout ce qu'elle avait acquis de la manière la plus ordinaire possible, en étant ma sœur. Solde de la carte, 58 000 $. La carte était ouverte depuis 2 ans. Je ne l'avais jamais tenue entre mes mains. Je ne l'avais jamais activée. Je n'avais jamais, à aucun moment que je pouvais situer dans ma mémoire, donné mon accord. J'ai additionné les chiffres. Puis je les ai additionnés à nouveau. Je suis directrice marketing de profession, pas comptable, mais je sais additionner. Le total était le même les 2 fois, 240 000 $. Je suis restée assise à ma table de cuisine dans le noir pendant un moment. Je n'ai pas allumé les lumières. Il y avait assez de lumière provenant de l'écran de l'ordinateur portable. Dehors, une voiture est passée, ses phares glissant sur le plafond. Quelque part dans le couloir, une porte s'est fermée. Des bruits ordinaires d'un dimanche soir ordinaire dans l'appartement d'une femme assise dans le noir, apprenant que la vie qu'elle pensait avoir construite avait une forme différente de celle qu'elle croyait. Le sentiment n'était pas la rage, pas encore. C'était quelque chose qui n'avait pas de nom. Quelque chose qui s'est installé dans la poitrine comme une pierre, déposée discrètement, sans annonce, et que vous ne remarquez que lorsque vous essayez de respirer normalement et que vous constatez que vous n'y parvenez pas tout à fait. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Diane. Elle a répondu au deuxième appel. J'ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Elle a dit, d'accord. Juste ça. Juste l'espace qu'elle a toujours créé sans qu'on le lui demande. Je lui ai tout raconté, la table de cuisine, le verdict de mon père, les mains de ma mère, le rapport de crédit, les comptes, les chiffres. Je lui ai raconté sans pleurer, ce qui m'a surprise. Mais peut-être qu'il n'y a qu'une certaine quantité de larmes qu'une personne peut verser en une soirée, et j'avais utilisé mes 12 minutes. Diane a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses que j'ai toujours appréciées chez elle, la compréhension que certaines choses doivent être dites avant d'être commentées. Quand j'ai eu fini, elle a dit, j'arrive. Elle est arrivée 40 minutes plus tard avec un sac de nourriture thaïlandaise que ni l'une ni l'autre n'allait manger. J'avais utilisé ces 40 minutes pour imprimer le rapport de crédit sur mon imprimante personnelle, les 14 pages entières, et le déposer sur la table de la cuisine sous la lumière du plafond. Diane s'est assise en face de moi. Elle a parcouru les pages lentement, comme elle fait tout, sans se précipiter, sans manifester d'inquiétude. J'ai observé son visage pendant qu'elle lisait. C'est un visage très difficile à lire, ce qui contribue à la rendre bonne dans son travail. Et cela m'a très peu appris jusqu'à ce qu'elle pose la dernière page. Elle a regardé les comptes. Elle a regardé les dates. Elle a regardé la colonne où les informations de l'emprunteur étaient listées, et la colonne où mon numéro de sécurité sociale apparaissait. Puis elle m'a regardé. Elle a dit, Megan, ce n'est pas un problème de co-signature. Diane a dit, dis-moi ce que ça représente de l'extérieur. Alors je l'ai fait. J'ai dit que quelqu'un avait eu accès à mes informations personnelles, mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, mon historique d'adresse, ma signature du moins un échantillon. Cet accès est venu par le prêt initial d'il y a 4 ans, celui que j'avais accepté, celui que j'avais signé de ma propre main et que j'avais vu mon père mettre dans un dossier. Après le traitement de ce prêt, quelqu'un a utilisé ces informations pour faire plusieurs autres choses, refinancer le prêt initial sans mon autorisation, ouvrir de nouvelles lignes de crédit à mon nom auprès d'institutions où je n'avais jamais mis les pieds.
Demander une carte de crédit qui est arrivée à une adresse qui n'était pas la mienne et a été activée par une main qui n'était pas la mienne. Diane a écouté. Quand j'ai arrêté, elle a dit, combien de personnes ont eu accès à toutes ces informations en même temps? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Pendant que Diane parlait, posant les questions méthodiques qu'elle pose quand elle résout un problème, le genre de questions qui viennent de 11 ans de ressources humaines et d'une conviction fondamentale que des informations correctement organisées finiront par vous dire ce que vous avez besoin de savoir, je me suis retrouvé ailleurs. Pas partie de la cuisine, pas absente de la conversation, mais tirée de côté dans quelque chose qui refaisait surface plus j'essayais de regarder ce qui était devant moi. J'avais 16 ans. C'était mon anniversaire. La maison de mes parents, le même tapis, la même lumière à travers la fenêtre de la cuisine. Mon père avait un ruban autour de quelque chose qu'il rapportait de la voiture. Et pendant un instant, en rentrant de l'école avec mon sac à dos toujours sur le dos, j'ai cru que l'objet avec le ruban était pour moi. C'était un samedi. Mon anniversaire était un samedi cette année-là. C'était un vélo, bleu, avec des guidons argentés. Il l'a porté par la porte d'entrée et l'a posé dans le salon. Et Kayla, qui avait 13 ans et n'avait pas encore appris à cacher son plaisir de recevoir des choses, a fait un bruit que je me souviens encore, quelque part entre un halètement et un rire. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, mon sac à dos sur le dos. Mon père m'a regardé, il a dit, « Ta sœur l'a demandé. » Puis, comme si cela complétait une pensée que j'avais commencée, « Tu n'en as pas besoin. Tu te débrouilles toujours. » Il n'était pas cruel en disant cela. C'est la partie que j'ai passé des années à essayer d'expliquer aux gens qui me le demandent. Il n'essayait pas de me blesser. Il croyait sincèrement que c'était un compliment. Tu es capable. Tu es autonome. Tu n'as pas besoin du même entretien que ta sœur. Il était fier de moi en le disant. C'est ce qui rendait cela si complet. J'ai eu une carte. La carte contenait un billet de 20 $. Je les ai remerciés tous les deux. Je suis monté et je me suis assise sur mon lit avec mon sac à dos toujours sur le dos et j'ai compris, de la manière spécifique et sans mots que l'adolescence comprend les choses avant d'avoir le langage pour les nommer, que d'être celle qui se débrouille. Ce ne serait pas la même chose que d'être celle à qui l'on pense. Diane a dit, Megan. Je suis revenu à la cuisine, aux 14 pages, à la lumière du plafond. Elle a dit, ce que tu décris n'est pas une erreur que quelqu'un a faite. C'est une décision que quelqu'un a prise, plusieurs fois, pendant plusieurs années, avec ton nom. Elle l'a dit simplement, comme elle dit tout ce qui est important, non pas pour insister, non pas pour s'assurer que je le ressente, juste parce que c'était la manière précise de décrire ce qu'elle voyait dans ces 14 pages. Je l'ai quand même entendu atterrir. Je l'ai entendu comme on entend quelque chose qui réarrange les meubles dans une pièce où l'on est assis depuis longtemps. J'ai dit, je sais. Elle est restée jusqu'à minuit. Nous n'avons pas mangé le plat thaïlandais. Nous avons bu du café. J'en ai fait 2 pots, et nous avons de nouveau examiné les documents. À un moment donné, elle a commencé à m'aider à les organiser par date et par institution, parce que c'est ce qu'elle fait, elle rend l'accablant gérable en lui donnant une structure. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras à la porte et m'a dit, « Appelle-moi demain. » J'ai dit que je le ferais. Je n'ai pas beaucoup dormi. Le matin, je suis allé travailler, parce qu'il y avait un brief de campagne à rendre avant midi, et parce que je ne savais pas encore quoi faire d'autre un mardi. Et parce que le rythme des choses ordinaires peut vous soutenir quand votre esprit a besoin d'être ailleurs que dans ce que vous avez découvert la veille. J'ai répondu à des emails. J'ai participé à la réunion marketing de 9 h et j'ai contribué avec 2 idées, toutes 2 bien accueillies. Et j'ai regardé les visages des personnes autour de la table de conférence et j'ai pensé, aucune d'elles ne sait. Aucune d'elles ne sait que je suis assise ici avec 240 000 $ de dettes frauduleuses attachées à mon nom. Et une famille qui a décidé que la bonne réponse à cela est que je paie tranquillement et que je ne rende pas les choses difficiles. J'avais l'air normal. J'ai toujours été très doué pour avoir l'air normal. Après la réunion, j'ai passé un appel depuis ma voiture dans le parking. J'avais trouvé le nom d'un avocat spécialisé dans la fraude à la consommation la nuit précédente, pendant que Diane et moi organisions les documents. J'avais écrit le numéro sur un post-it et l'avais mis dans la poche de mon manteau, et j'avais essayé de ne pas penser à ce que cet appel signifierait. Je l'ai appelé. Une femme a répondu. J'ai dit que j'avais besoin d'un rendez-vous le plus tôt possible. Elle a dit jeudi à 14 h.
J'ai dit que je serais là. Je n'ai pas prévenu mes parents. Je n'ai pas prévenu Kayla, qui m'avait envoyé 3 messages supplémentaires depuis dimanche que je n'avais pas ouverts. J'ai rangé mon téléphone dans la boîte à gants et je suis retourné à l'intérieur pour terminer le brief de campagne. Le jeudi, l'avocat s'appelait Barrett. Il avait un bureau sur Meridian Street avec une fenêtre donnant sur un parking et un bureau couvert d'une manière qui suggérait qu'il était une personne qui savait où tout se trouvait, même si personne d'autre ne pouvait le dire. Il a examiné les documents que j'avais apportés dans un dossier vert, les 14 pages organisées selon le système de Diane avec les dates surlignées. Il ne s'est pas pressé. Il n'a pas posé de questions inutiles. Quand il a terminé, il a posé les pages et a croisé les mains sur le bureau. Il a dit, certaines de ces signatures sont des faux. Il l'a dit la première fois, puis un instant plus tard, sans drame, comme pour s'assurer que le mot avait été reçu. Faux. Il a laissé cela s'installer. Puis il a dit, il y a suffisamment d'éléments ici pour déposer une plainte pénale. Mais je dois vous faire comprendre quelque chose avant de parler des prochaines étapes. Il m'a regardé fixement, comme les gens vous regardent quand ce qu'ils sont sur le point de dire est quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous manquiez. Une fois que nous l'aurons déposé, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Mon père a appelé 3 fois mardi. Ma sœur a appelé 4 fois mercredi, puis, comme je ne répondais pas, a envoyé un message, je sais que tu es contrarié, mais s'il te plaît, rappelle-moi. On peut régler ça. J'ai lu le message dans le parking après le travail, debout entre ma voiture et la voiture d'à côté. Puis j'ai mis mon téléphone face cachée dans mon sac et je suis rentré chez moi. Je ne les ignorais pas par colère, ou pas seulement par colère. Je les ignorais parce que je travaillais. Barrett m'avait donné une liste de ce dont il avait besoin, chaque morceau de papier lié au prêt initial d'il y a 4 ans, chaque relevé auquel je pouvais accéder pour les comptes frauduleux. Toute communication écrite ou textuelle de membres de ma famille faisant référence à la dette ou au compte, et une chronologie écrite de tout ce dont je pouvais me souvenir, dans l'ordre avec les dates quand je les avais. J'ai passé les soirées de mardi et mercredi à ma table de cuisine, avec les 14 pages, un bloc-notes et mon ordinateur portable, à préparer le dossier que Barrett avait demandé. Diane est venue mardi et m'a aidé à organiser les relevés par ordre chronologique. Et elle n'a rien dit qui n'ait été utile, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai gardé dans ma vie pendant 7 ans. Le dossier a grossi. Plus je l'organisais, plus il m'en disait. Non pas de manière que je n'avais pas soupçonné, j'avais tout soupçonné à présent, mais de la manière spécifique et irréfutable dont la documentation vous dit les choses, date, montant, adresse. L'adresse enregistrée sur la carte de crédit frauduleuse était la maison de mes parents. Le numéro de téléphone enregistré sur le prêt de refinancement était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais que j'apprendrai plus tard être un téléphone prépayé. La signature sur la demande de refinancement était la mienne. D'une manière générale, une copie d'une chose est la chose, assez proche pour passer un examen sommaire, mais suffisamment différente, une fois que l'on sait où chercher, pour qu'un œil averti le voie immédiatement. Barrett l'avait vu immédiatement. Il avait utilisé le mot 2 fois. Le mercredi soir, à 18h20, l'interphone de mon immeuble a sonné. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai regardé l'écran de la caméra et j'ai vu ma mère dans le hall, dans son manteau d'hiver, son sac à main sur le bras, son visage faisant ce qu'il fait quand elle essaie de paraître sereine et n'y parvient pas tout à fait. J'ai appuyé sur le bouton. J'ai dit « Monte ». J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. Elle est entrée et a regardé mon appartement comme elle le fait toujours quand elle vient, un rapide coup d'œil que je pense être vraiment inconscient, vérifiant que tout est propre, qu'il n'y a pas de signe de désordre. Il n'y en avait pas. Il y avait, cependant, 14 pages de rapport de crédit et un bloc-notes avec 2 jours de notes sur ma table de cuisine, et ses yeux sont allés là et sont restés un instant avant qu'elle ne me regarde. Elle a dit, « Pouvons-nous nous asseoir ?» Nous nous sommes assises. Elle s'est assise là où Diane s'était assise. Je me suis assise en face d'elle. Elle a dit ce à quoi je m'attendais, parce que j'avais été sa fille pendant 34 ans et je savais comment elle construisait ses arguments. Elle a dit, la famille d'abord. Elle a dit que Kayla avait commis des erreurs, mais qu'elle restait de la famille, et que la famille ne laissait pas les siens traverser les épreuves seuls. Elle a dit que mon père ne dormait pas. Elle a dit, cela va faire du mal à tout le monde si tu continues comme ça. Elle a dit, pouvons-nous nous asseoir et en parler, tous ensemble, et trouver un moyen d'avancer qui ne se termine pas par la destruction de quelqu'un. Elle a dit tout cela avec une véritable détresse.
Je veux être précise à ce sujet. Ma mère ne jouait pas la comédie. Elle était effrayée. Et la peur était réelle. Et quelque part à l'intérieur, il y avait aussi, je pense, de l'amour. L'amour particulier d'une personne qui ne peut pas imaginer choisir entre ses enfants et qui a donc, sans tout à fait se l'admettre, déjà choisi. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, « Maman, depuis combien de temps le sais-tu » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux se sont portés vers la fenêtre derrière mon épaule, celle qui donne sur le parking où les lumières s'allumaient dans l'obscurité de janvier. Elle cherchait quelque chose dehors. Je ne pense pas qu'elle l'ait trouvé. J'ai dit, pas à propos du prêt initial. Je sais que tu le savais. Je veux dire, le reste, le refinancement, les autres comptes, depuis quand? Ses mains, qui avaient été posées sur la table, se sont séparées. Elle en a pressé une à plat contre le bois, puis l'autre. Son visage faisait quelque chose de compliqué, et je l'ai regardé, et j'ai compris que ce que je regardais, c'était une personne qui essayait de trouver une version de la vérité qui était plus facile à dire que la version qui était réellement vraie. Elle ne l'a pas trouvée. Le silence s'est étiré entre nous et il m'a dit tout ce que le silence dans la cuisine de mes parents m'avait dit dimanche, et tout ce que je savais déjà avant de poser la question. J'ai dit, je dois te demander de partir. Elle a pleuré dans le couloir. Je l'entendais à travers la porte, pas bruyamment, juste ce son particulier de quelqu'un qui avait tenu quelque chose ensemble plus longtemps qu'il n'aurait dû et qui n'avait plus l'énergie de continuer. Je suis resté de mon côté de la porte et j'ai écouté jusqu'à ce que cela s'arrête. Et puis j'ai écouté ses pas descendre le couloir, et puis j'ai écouté l'ascenseur. Puis l'immeuble est devenu silencieux. Je suis allé au salon. Je n'ai allumé aucune lumière. Je me suis assise sur le canapé, pas recroquevillée, pas repliée sur moi-même, juste assise, comme on s'assied quand on est très fatigué, et que la fatigue a dépassé le point de ressentir quoi que ce soit de particulier. Dehors, la ville faisait ses bruits ordinaires. Une sirène quelque part, allant dans l'autre direction. Le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Le silence particulier qu'un appartement fait quand il est juste le vôtre. L'écran de la télévision était noir. Mon reflet y était faible, à peine visible. Plus une suggestion qu'une image. Une femme sur un canapé dans une pièce non éclairée. Je l'ai regardée longtemps. J'avais peur de cette image pendant la majeure partie de ma vie. Pas cette image spécifique, pas ce canapé, cette fenêtre, cette obscurité particulière de janvier, mais cette forme de chose seule. Pas de famille dans la pièce voisine. Personne dont je gérais les sentiments ou dont je prenais en compte les besoins. On m'avait enseigné, de la manière lente et sans mots que les familles enseignent les choses, que c'était la conséquence d'être difficile, le coup de ne pas coopérer. Si vous ne donnez pas aux gens ce dont ils ont besoin, vous finirez par vous asseoir seul dans le noir, et vous vous serez fait ça à vous-même. Je suis resté dans le noir et j'ai attendu que cela ressemble à ce qu'on m'avait toujours dit que cela ressemblerait. Ce ne fut pas le cas. Ce que cela a ressenti, c'était le silence. Le premier vrai silence dont je me souvenais avoir eu depuis très longtemps. Pas le silence de rien qui se passe, mais le silence de ne pas avoir à être quoi que ce soit de particulier pour qui que ce soit. Pas en ce moment. Pas dans cette pièce. Mon appartement. Mon canapé. Mon reflet dans un écran sombre. Me regardant en retour. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Barrett. Quand il a répondu, j'ai dit, que déposons-nous en premier? Diane est partie à minuit dimanche. Je l'ai accompagnée à la porte et je l'ai regardé descendre le couloir. Et je suis resté là un instant après que l'ascenseur se soit fermé, écoutant l'immeuble s'installer autour de moi. Et puis je suis rentré à l'intérieur et je ne me suis pas couché. J'ai appelé ma banque cette nuit-là. Je veux être précise à ce sujet, parce que la précision est ce que cet appel téléphonique exigeait, et la précision est ce qu'il a obtenu. Je me suis assise à ma table de cuisine à minuit 20 du matin, les 14 pages toujours étalées devant moi, et j'ai appelé le numéro du service de fraude que j'avais cherché pendant que Diane et moi organisions les documents. Un représentant a répondu au 4e appel, Marcus. Il a dit son nom, et je l'ai écrit sur mon bloc-notes avec l'heure et la date, parce que je prenais des notes et documentais les conversations depuis mes 22 ans, et je n'allais pas m'arrêter maintenant. J'ai dit à Marcus ce que j'avais trouvé. Je lui ai lu les numéros de compte du rapport de crédit, les institutions, les dates d'ouverture.
Il m'a guidé à travers le processus de mise en place d'un blocage de sécurité sur mon dossier de crédit auprès des 3 bureaux, Equifax, TransUnion, Experian, ce qui empêcherait l'ouverture de tout nouveau crédit à mon nom pendant que le litige était actif. Il m'a donné 3 numéros de dossier, un par bureau. J'ai tout noté. Il m'a dit que quelqu'un de l'équipe d'enquête sur la fraude me contacterait dans les 48 heures ouvrables. J'ai noté 48 heures ouvrables et les entouré. J'ai raccroché à 1h14 du matin. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai parcouru le rapport de crédit une dernière fois, parce que j'avais besoin de comprendre la chronologie avant que Barrett et moi puissions parler des prochaines étapes. J'ai construit une feuille de calcul, nom du compte, institution, date d'ouverture, solde, adresse enregistrée, numéro de contact enregistré. 6 colonnes, 7 lignes. Quand j'ai eu terminé, la feuille de calcul racontait une histoire plus claire et plus lisible que les 14 pages. Parce qu'une feuille de calcul n'a pas de contexte ni d'émotion. Elle a juste ce qu'elle a. Je l'ai imprimée. Je l'ai ajoutée au dossier. Je me suis couché à 2h30 et j'étais de nouveau réveillé à 5h15, ce qui n'est pas inhabituel pour moi quand quelque chose ne va pas. Alors, j'ai fait du café et j'ai revu la chronologie encore une fois, jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller travailler. Deuxième jour, Barrett, son bureau sur Meridian Street, la fenêtre sur le parking, le bureau que lui seul pouvait naviguer. J'ai apporté le dossier, les 14 pages, l'organisation de Diane, ma feuille de calcul, le bloc-notes avec le nom de Marcus et les 3 numéros de dossier, et les 48 heures ouvrables encerclées à l'encre. Barrett a tout regardé. Il n'a pas dit que j'avais bien fait, ou que j'avais été minutieuse, ce que j'ai apprécié parce que je n'avais pas besoin qu'on me le dise, et il semblait le comprendre. Il a déposé une plainte formelle auprès du département de police métropolitain d'Indianapolis cet après-midi-là. Il a également envoyé des lettres recommandées à tous les 4 créanciers, les informant que les comptes en question faisaient l'objet d'un litige pour fraude, et que toute activité de recouvrement devait être suspendue en attendant l'enquête. Il m'a donné des copies de tout. Je les ai ajoutées au dossier. Troisième jour, les créanciers ont agi comme Barrett l'a expliqué plus tard, et comme je l'ai compris depuis. Lorsqu'un litige pour fraude est déposé et que des lettres recommandées arrivent, les institutions entament le processus de vérification des informations du compte original. L'un des créanciers, celui qui détenait la plus grande ligne de crédit commercial, avait l'adresse de la maison de mes parents comme adresse enregistrée. Lorsqu'ils ont tenté de vérifier par courrier et par téléphone, ils ont atteint cette adresse. Mon père a répondu au téléphone. Barrett m'en a parlé à 16h30 le mercredi après-midi. Le même soir, ma mère arriverait à ma porte. Je n'avais pas encore parlé à mes parents. Je ne savais pas avant l'appel de Barrett qu'ils avaient parlé au créancier. Mon père m'a appelé 12 fois dans les 3 heures entre son appel avec le créancier et l'arrivée de ma mère à mon immeuble. J'ai regardé les appels arrivés depuis le parking au travail, mon téléphone face visible sur le siège passager, son nom apparaissant et disparaissant sur l'écran. Je n'ai répondu à aucun d'eux, non pas parce que j'avais décidé de ne pas le faire, mais parce que Barrett avait été clair, tant que la plainte n'était pas formellement traitée, je ne devais discuter de l'affaire avec personne qui pourrait y être nommé. Mon père avait été nommé dans la documentation comme un contact connu en relation avec le prêt initial. Je ne l'ignorais pas. Je suivais les instructions. 4e jour. Barrett a appelé à 9h du matin. Il a dit, le rapport de police a été signalé. Il a laissé un silence. Compte tenu de l'utilisation du numéro de sécurité sociale à travers plusieurs institutions financières et de la portée géographique des comptes, il le transfère. Vous allez être contacté par la division des crimes financiers du FBI. J'étais dans ma voiture, dans le garage de mon immeuble, où j'étais assise depuis 6 minutes parce que je n'avais pas tout à fait réussi à me décider à rentrer. J'ai dit, d'accord. Barrett a dit, cela change la nature de l'affaire. La juridiction fédérale fonctionne différemment de la juridiction locale. Le processus avancera à son propre rythme et il y a des choses qui échapperont à notre contrôle. Mais je veux que vous compreniez ce que cela signifie en termes pratiques. Une autre pause. Personne ne peut faire disparaître cela discrètement. Ni vous, ni moi, ni votre famille. Une fois que les enquêteurs fédéraux ouvrent une affaire, l'affaire leur appartient. J'ai dit, je comprends. Je suis resté dans ma voiture après avoir raccroché. Dehors, quelqu'un est passé en voiture, cherchant une place. Une porte s'est ouverte et fermée quelque part au-dessus de moi dans la structure.
Les lumières du garage bourdonnaient à leur basse fréquence particulière, comme toujours, indifférentes à tout. Ce à quoi je n'arrêtais pas de penser, ce n'était pas Kayla. Ce n'étaient pas mes parents. C'était la conversation que j'avais eue avec mon père à la table de la cuisine de mes parents. Sa voix, la platitude particulière de celle-ci, la certitude absolue que ce qu'il me demandait de faire était raisonnable. 45 000 $ étaient devenus 87 000 $ étaient devenus 240 000 $. Et quelque part dans l'espace de ces 4 années, dans tous les refinancements et les nouveaux comptes, et les signatures falsifiées, et le numéro de téléphone prépayé listé comme contact sur des documents que je n'avais jamais vus. Quelque part dans tout cela, mon père avait regardé la situation et décidé que la bonne réponse était de me convoquer à un déjeuner dominical et de me dire de payer. Et ma mère était restée assise, les mains sur les genoux, sans dire un mot. J'ai ouvert mon téléphone. Je suis allé sur l'application Notes. J'ai commencé une nouvelle note. En haut, j'ai tapé 3 lignes, ce que je sais, ce que je peux prouver, ce dont j'ai besoin. J'étais sur la défensive depuis dimanche, découvrant, documentant, attendant que les autres fassent leur prochain mouvement. C'était fini maintenant. J'avais un numéro de dossier. J'avais une recommandation fédérale. J'avais un dossier avec 14 pages et une feuille de calcul et 3 lettres certifiées et le nom de Marcus et 48 heures ouvrables encerclées à l'encre. Je ne réagissais plus. Ce soir-là, à 18h47, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Indicatif d'Indianapolis, mais pas un numéro de mes contacts. J'ai répondu. Une voix a dit, « Est-ce Megan Carter ?» J'ai dit, « Oui. » Elle a dit, « Ici l'agent spécial Torres, division des crimes financiers du FBI. J'aimerais fixer un rendez-vous pour parler. » 5e jour. Le bureau local du FBI à Indianapolis se trouve sur North Pennsylvania Street, dans un bâtiment délibérément anonyme, le genre de bâtiment conçu pour ressembler à n'importe quoi, ce qui est en soi une sorte de déclaration. Je n'en avais jamais vu l'intérieur auparavant. J'étais assise dans une salle d'attente avec une rangée de chaises boulonnées au mur et une fenêtre à l'accueil faite d'un verre suffisamment épais pour que je puisse distinguer la silhouette de la femme derrière, mais pas son expression. Et j'ai pensé à combien de personnes s'étaient assises dans cette même rangée de chaises, attendant des conversations qu'elles ne s'attendaient pas à avoir. Torres est sorti 2 minutes après l'heure du rendez-vous, ce que j'ai noté non pas parce que cela importait, mais parce que je notais encore tout. Elle était plus petite que ce que j'avais imaginé d'après sa voix, avec le genre de posture précise qui vient de longues années passées dans des espaces où l'on a besoin d'être prise au sérieux. Elle m'a serré la main. Elle m'a conduite vers une pièce qui contenait une table et 2 chaises, et rien sur les murs. La réunion a duré 40 minutes. Je ne la reconstituerai pas entièrement, car la plupart étaient procédurales, ce que l'enquête impliquerait, quel calendrier était réaliste, ce que je devais et ne devais pas dire publiquement sur l'affaire tant qu'elle était active. Torres n'a pas fait de promesses. Elle m'a donné un numéro de dossier, une ligne directe et un dossier d'information sur ce à quoi s'attendre lorsqu'une enquête fédérale pour fraude est en cours. Elle parlait comme le font les gens qui ont eu cette conversation de nombreuses fois, et qui comprennent que la clarté est une forme de respect. À la fin, j'ai demandé, « Que dois-je faire pour soutenir l'enquête ?» Elle m'a dit. J'ai pris des notes. J'ai demandé de l'aide tout au long de ma vie professionnelle, demandé des ressources, des prolongations, des avis sur des problèmes que je ne pouvais résoudre seul. Mais il y a une texture particulière à demander de l'aide pour quelque chose qui vous arrive personnellement, quelque chose qui a à voir avec qui vous êtes et ce qui a été fait à votre nom. J'avais toujours trouvé ce genre de demande difficile. Cela exigeait d'admettre que vous aviez été en position d'être blessé. Cela exigeait de laisser quelqu'un d'autre voir l'ampleur de ce qui s'était passé. J'ai quand même demandé. Torres a répondu. Je suis parti avec le dossier sous le bras et je suis retourné au bureau, juste à temps pour un appel à 15 heures. 5e jour, soir. Une amie à moi, une femme nommée Clara, qui connaissait Kayla et moi depuis nos 20 ans, et qui occupait cette position sociale particulière d'être proche des 2 côtés d'une famille divisée sans être alliée à aucun, m'a envoyé un message à 19 heures. Il disait, « Kayla m'a demandé de te contacter. Elle est vraiment effrayée. Elle veut te parler. Elle dit que tout est un malentendu et qu'elle a besoin d'une chance d'expliquer. » Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone et préparé le dîner. Je n'ai pas répondu à Clara. Je n'ai pas répondu à Kayla, dont je n'avais pas vu le nom dans le message, mais dont j'entendais la voix dans chaque mot.
le cadrage particulier de « tout est un malentendu » et « une chance d'expliquer » et surtout, vraiment effrayé, qui est le vocabulaire de quelqu'un qui a appris que la vulnérabilité jouée au bon moment est une forme de levier. J'ai dîné. J'ai lavé la vaisselle. Je me suis couché à une heure raisonnable et j'ai mieux dormi que depuis dimanche. 6e jour. Mon père a appelé à 10 heures du matin. J'ai failli ne pas répondre. Puis je l'ai fait, parce que je voulais entendre le son de sa voix après 5 jours. C'était différent. Le mot qui me revient sans cesse est « plus petit », non pas en volume, mais en poids. La qualité de certitude qui s'y trouvait dimanche, la platitude d'un homme délivrant une information qu'il considérait comme réglée, avait disparu. Ce qui était à sa place était quelque chose que je n'ai pas pu nommer immédiatement. Il m'a fallu quelques secondes d'écoute pour l'identifier. Il a dit « Megan, j'aimerais que nous nous rencontrions et que nous en parlions en famille, juste pour discuter. » J'ai dit « Il n'y a rien à discuter, papa. Le processus est en cours. » Il a dit « S'il te plaît. » Un seul mot. J'avais entendu mon père dire « S'il te plaît » de nombreuses fois au cours de ma vie, à table, dans les quincailleries, dans des conversations avec des étrangers où la courtoisie l'exigeait. Je ne pense pas l'avoir jamais entendu me le dire comme il l'a fait ce matin-là. Non pas par courtoisie, mais comme une demande d'une personne qui comprenait que la réponse pouvait être non. J'ai dit « Je ferai savoir à Barrett que tu as pris contact. » J'ai raccroché. Barrett a envoyé une lettre recommandée à Kayla à son adresse personnelle cet après-midi-là. La lettre faisait 2 pages. Son contenu essentiel était simple, elle ne devait pas contacter Megan Carter directement ou indirectement, ni contacter l'employeur de Megan, ni contacter aucune institution financière avec laquelle Megan avait une relation. En attendant la résolution de l'enquête fédérale, toute violation des termes de la lettre serait documentée et signalée. Barrett m'a envoyé une copie. Je l'ai ajoutée au dossier. 7e jour, matin. Kayla effectuait des paiements minimums sur les comptes frauduleux via un compte bancaire distinct à son propre nom, un fait que l'examen des documents originaux par Barrett avait mis en lumière. Lorsque les comptes ont été signalés comme contestés et gelés, les paiements automatiques qu'elle avait mis en place ont cessé d'être traités. 3 comptes sont devenus simultanément délinquants ce matin-là, le premier jour ouvrable après que le gel ait été entièrement levé. Les notifications de délinquance ont été envoyées aux adresses enregistrées pour chaque compte. 2 de ces adresses étaient la maison de mes parents. J'ai appris cela de Barrett, qu'il a appris d'un agent de liaison créancier qui a appelé son bureau pour s'enquérir du statut du litige. Au moment où Barrett me l'a rapporté, mon père m'avait déjà appelé 2 fois de plus ce matin-là. Je n'avais pas répondu. J'ai appelé Diane à la place. Elle a répondu au milieu de ce qui ressemblait à sa pause déjeuner, un fond de conversation d'autres personnes et le bruit ambiant particulier d'un restaurant du centre-ville. Elle a dit « Comment vas-tu vraiment ?» C'est le « vraiment » qui compte quand Diane pose cette question. Elle fait la distinction entre la version de la réponse destinée à la consommation générale et la version qui est vraie. J'y ai réfléchi un instant. Quelle est la bonne réponse à une question, vraiment ? J'ai dit « Je vais bien. Je crois que je vais bien. » Elle a dit « Ouais. » J'ai dit « Ouais. » Il y a eu une pause pendant laquelle je l'ai entendu faire quelque chose avec une fourchette. Elle a dit « Bien. » C'était tout. Nous avons parlé pendant 10 minutes supplémentaires de quelque chose sans rapport, une réorganisation dans son entreprise, une émission de télévision qu'elle avait commencé à regarder. Quand nous avons raccroché, je suis resté un instant dans ma voiture, dans le parking où j'avais pris l'appel. Et je me suis accroché à ce « bien » un instant, au poids simple de celui-ci, avant de retourner à l'intérieur. 7e jour, après-midi. J'étais à mon bureau, terminant un plan média, quand mon téléphone a vibré avec une notification de l'accueil de mon immeuble. Je l'avais configuré il y a des années, une alerte textuelle chaque fois que quelqu'un était dans le hall, demandant à monter. C'était une fonctionnalité pratique à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé. J'y ai pensé maintenant. La notification disait qu'il y avait des visiteurs demandant mon unité. J'ai appelé l'accueil. Le préposé, un étudiant nommé Jérôme, qui travaillait les lundis et jeudis, et qui avait toujours été poli à la manière de quelqu'un qui a décidé que la politesse ne lui coûtait rien, m'a dit qu'il y avait 5 personnes dans le hall. 5, ai-je dit. Pouvez-vous les décrire? Il l'a fait. Un homme âgé, une femme âgée, une jeune femme qui avait pleuré,
un homme avec la jeune femme qui lui tenait le bras, une femme âgée, différente de la première, qui avait dit qu'elle était là pour aider. Je les connaissais tous les 5. J'ai dit, faites-les monter. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne frappent. Ils se tenaient dans le couloir, dans la configuration des personnes qui sont arrivées quelque part ensemble, mais ne sont pas entièrement sûres qu'elles auraient dû l'être. Kayla en tête, Derek juste derrière elle, une main au bas de son dos, mon père à gauche, ma mère derrière lui, et tante Patricia à la périphérie du groupe, comme les gens se tiennent quand ils sont venus aider et le regrettent déjà. 5 personnes dans le couloir d'un immeuble où ils n'étaient jamais allés, dans une ville qu'ils ne visitaient que lorsque l'occasion l'exigeait, en janvier, à une heure où aucun d'entre eux ne serait là autrement. Je les ai regardés. Ils m'ont regardé. Je n'ai pas bougé de l'embrasure de la porte. Je n'ai pas dit, entrez, pas tout de suite. Et personne n'a avancé. Nous sommes restés là un instant, moi d'un côté du seuil, les 5 de l'autre. Et j'ai compris que c'était un moment dont j'avais eu très peur pendant très longtemps. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'ai reculé. Je les ai laissés entrer. Kayla a commencé à parler avant d'être complètement passé la porte. Elle avait pleuré récemment, cette rougeur particulière autour des yeux qui persiste un moment après que les pleurs cessent. Et elle avait l'air de quelqu'un qui avait répété ce qu'elle voulait dire, mais dont la répétition se désintégrait en temps réel. Les mots sont venus vite. Elle a dit, malentendu. Elle a dit, erreur. Elle a dit, je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Elle a dit, je pensais pouvoir arranger ça avant que quiconque ne le découvre. Je pensais que l'entreprise allait redémarrer. Je pensais qu'il y avait du temps. Elle a dit, je sais que ça a l'air mauvais, mais j'ai besoin que tu écoutes ce qui s'est réellement passé. Elle a parlé un moment. Je l'ai laissé faire. Ma tante Patricia a dit, lorsque Kayla a repris son souffle, ce que nous espérons tous, c'est que nous puissions nous asseoir et régler ça ensemble, en famille. Il y a des options ici qui ne doivent pas se terminer comme les choses sont en train de tourner. Mon père a dit, tout ce dont tu as besoin pour arranger ça, Megan, nous trouverons un moyen de le faire. Tous ensemble. Il m'a regardé d'une manière qu'il n'avait pas eue dimanche. Non pas depuis la position de quelqu'un qui prononce un verdict, mais depuis la position de quelqu'un qui comprenait, peut-être pour la première fois, que des verdicts pouvaient aussi être prononcés dans l'autre sens. Dis-nous juste ce dont tu as besoin. Ma mère se tenait derrière lui et ne parlait pas. J'ai attendu que la pièce se calme. Cela a pris plus de temps qu'on ne l'aurait cru. Kayla remplissait le silence par réflexe, comme certaines personnes le font, et Patricia essayait de maintenir un espace de négociation qui était déjà fermé. Et mon père avait encore des choses à dire. J'ai attendu que tout cela s'épuise. Quand ce fut le cas, j'ai dit, je vais vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous l'entendiez clairement. Le couloir, ils étaient tous encore debout. Aucun d'entre eux ne s'était assis. Je ne leur avais offert aucun endroit où s'asseoir. Il est devenu silencieux. J'ai dit, il y a 3 jours, l'affaire a été référée à la division des crimes financiers du FBI. J'ai déjà rencontré un agent. J'ai déjà fourni toute ma documentation. L'affaire a un numéro de dossier fédéral et un enquêteur fédéral y est affecté. Kayla a fait un bruit. J'ai continué, une enquête fédérale pour fraude n'est pas un différend personnel. Elle ne fonctionne pas comme cela fonctionne en ce moment avec 5 personnes dans un couloir me demandant de reconsidérer. La décision sur la façon de procéder ne m'appartient plus. Elle appartient au système fédéral. Je ne peux pas appeler l'agent Torres et lui dire que j'ai changé d'avis, parce que ce n'est pas ainsi que fonctionnent les enquêtes fédérales. Et parce que je n'ai pas changé d'avis. J'ai fait une pause. J'ai laissé cela s'installer. Trop tard, ai-je dit, ce n'est pas une menace. C'est un fait. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé par étapes, comme les choses s'effondrent lorsqu'elles ont été maintenues longtemps par une structure qui n'a jamais été aussi solide qu'il n'y paraissait. Kayla s'est assise sur le sol de mon couloir. Pas de manière dramatique, pas un effondrement tant qu'un abandon. La façon dont une personne s'assied quand ses jambes ont simplement cessé de coopérer. Derek est descendu avec elle, un genou à terre, sa main sur son dos. Elle a fait le son que j'avais entendu à travers la porte mercredi soir quand ma mère s'était tenue dans le même couloir et avait pleuré, mais différent. Les pleurs de ma mère avaient été le son de quelqu'un qui avait tenu quelque chose et qui n'avait plus d'énergie. Ceux de Kayla étaient quelque chose de plus, le son de quelqu'un qui courait fort depuis 4 ans et qui avait heurté un mur,
et qui était maintenant de l'autre côté du mur, sans plus rien pour courir. Mon père s'est assis, pas sur le sol. Au début, il s'est appuyé contre le mur, puis ses jambes ont cédé comme celles de Kayla, et il s'est assis sur le sol de mon couloir, le dos contre le mur et le visage dans ses mains. Il avait 63 ans. Il avait travaillé dans la même usine pendant 27 ans avant qu'elle ne ferme. Il avait construit une terrasse à l'arrière de leur maison de ses propres mains l'été de mes 12 ans. Je ne l'avais jamais vu de ma vie s'asseoir par terre. Patricia a dit quelque chose. Je ne me souviens plus quoi. C'était le genre de choses que les gens disent quand ils n'ont plus les mots pour ce qui est réellement en train de se passer. Puis ma mère a parlé. Elle était toujours debout. Ses mains, qui avaient été à ses côtés, ont bougé, non pas pour atteindre quelqu'un, juste pour bouger, comme les mains bougent quand la personne à qui elles appartiennent essaie de trouver la bonne forme pour ce qu'elles sont sur le point de dire. Elle m'a regardé, juste moi, pas mon père, ni Kayla, ni Patricia. Et sa voix était très calme. Elle a dit, j'aurais dû te le dire. Il y a 2 ans, quand j'ai découvert le refinancement, je savais que ce n'était pas bien. Je savais ce qu'elle avait fait, et je me suis dit que ce n'était pas si grave. Je me suis dit qu'elle allait rembourser. Je me suis dit qu'elle s'était arrêtée, à recommencer, plus lentement. J'aurais dû te le dire. Je suis désolé. J'ai regardé ma mère. Je l'ai cru. Je veux être précise à ce sujet, parce que je pense que cela compte. Je crois qu'elle était désolée. Je crois qu'elle savait et qu'elle avait choisi de ne pas me le dire, et qu'elle avait passé 2 ans à vivre avec ce choix, et que le « désolé » qu'elle disait maintenant n'était pas une performance. C'était réel. Cela n'a rien changé. J'ai dit, je sais. Puis j'ai dit, j'ai besoin que vous partiez tous maintenant. Personne n'a contesté. C'était ça. Je n'avais pas anticipé qu'au moment crucial, avec le numéro de dossier, le renvoi fédéral, le dossier que Barrett avait construit, et le son de Kayla sur mon sol, il n'y aurait plus rien à contester. Patricia a aidé Kayla à se relever. Derek a gardé sa main sur son dos. Mon père s'est levé lentement, avec la délibération de quelqu'un dont le corps est devenu plus lourd au cours des 10 dernières minutes. Ma mère m'a regardé une dernière fois brièvement, puis a détourné le regard. Ils sont allés dans le couloir. J'ai attendu qu'ils soient tous passés la porte, puis je n'ai rien dit de plus, et je l'ai refermée. Je me suis tenu de mon côté de la porte dans le silence. Puis je me suis laissé glisser jusqu'à ce que je sois assise par terre, le dos contre la porte, comme je m'étais assise sur le sol de ma cuisine il y a 7 jours après être rentré de la maison de mes parents, les mains fermes et la poitrine qui n'avaient pas encore compris ce qui venait de se passer. Il y a 7 jours, je m'étais assise sur ce sol et j'avais pleuré pendant 12 minutes en regardant l'horloge. Cette fois, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise dans le silence et j'ai respiré. Et le silence était le même silence qu'il avait été toute la semaine. Le mien, juste le mien, le silence d'un appartement où la seule personne dont je devais rendre compte des sentiments était la personne assise par terre. J'y suis resté un moment. Puis je me suis levé. 6 mois plus tard, je peux vous dire comment cela s'est terminé, ou comment cela s'est terminé jusqu'à présent, ce qui est la manière la plus précise de le dire. Parce que certaines choses n'ont pas de fin, elles ont plutôt le point où vous arrêtez de les regarder tous les jours. Kayla a plaidé coupable à 2 accusations de fraude fédérale. La plainte initiale en avait nommé 5. L'accord de plaidoyer l'a ramené à 2, c'est ainsi que les accords de plaidoyer ont tendance à fonctionner, ce que Barrett m'avait expliqué à l'avance afin que je ne le vive pas comme une défaite lorsque cela se produirait. Ce n'était pas une défaite. C'était le système qui faisait ce que les systèmes font, traiter, négocier, parvenir à un résultat dont personne n'est entièrement satisfait et avec lequel tout le monde peut vivre. Les comptes frauduleux ont été effacés de mon nom au cours de 4 mois. Cela a nécessité plus de documentation que je ne l'avais imaginé. Des lettres possibles, des affidavits, des courriers certifiés à cette institution différente, un formulaire qui devait être notarié, puis soumis à 2 agences différentes, et un processus de suivi que Barrett a géré avec la même patience organisée qu'il apportait à tout. Quand ce fut finalement terminé, mon score de crédit était 11 points plus élevé qu'avant que tout cela ne commence. Je trouve ce fait absurde, de la manière dont seules les choses vraies peuvent l'être. Mes parents vivent toujours dans la maison à Indianapolis où j'ai grandi, dans le même quartier, dans la même rue. Je leur parle, pas souvent, pas longuement, pas avec la même aisance que j'espérais, je pense,
qu'elle se développerait un jour entre nous si je continuais simplement à être présente, fiable et à leur laisser suffisamment de temps pour me voir correctement. Cette aisance ne s'est pas développée. J'ai cessé de l'attendre. Ce que nous avons à la place est une relation honnête quant à ses propres limites, qui est plus petite que ce que je voulais et plus durable que ce que nous avions auparavant, et que je trouve, quand je l'examine attentivement, que je préfère à l'alternative. Kayla et moi ne nous sommes pas parlé. Je ne sais pas si nous le ferons. Je porte cette question ouverte comme on porte quelque chose qui appartient à une version future de soi-même. Ne pas refuser de la regarder, ne pas l'éviter, juste comprendre que la réponse n'est pas encore disponible, et qu'exiger qu'elle le soit prématurément ne produirait qu'une fausse réponse. Diane m'emmène bruncher le premier samedi de chaque mois dans un endroit de Fountain Square qui sert de bons œufs et où le stationnement est difficile, et un serveur qui travaille là depuis assez longtemps pour connaître notre commande. Diane se dispute à chaque fois à propos du pourcentage de pourboire, non pas parce qu'elle ne veut pas bien pourboire, mais parce qu'elle estime que le calcul proposé par l'addition est mathématiquement inexact, et elle a l'intention de le faire remarquer, que cela intéresse quelqu'un ou non. Elle est exactement celle qu'elle a toujours été. Je suis consciente du cadeau particulier que cela représente. C'est de nouveau un samedi matin de janvier. La lumière qui traverse la fenêtre au-dessus de mon évier de cuisine en janvier est pâle et très honnête. Le genre de lumière qui ne flatte rien, mais qui fait que tout ressemble exactement à soi-même. Je suis à ma table de cuisine avec une tasse de café. Je n'ai nulle part où aller pendant les 3 prochaines heures. Il n'y a personne dont je suis l'humeur. Personne dont je précalcule la réaction. Personne dans la pièce voisine dont les sentiments constituent un système météorologique auquel je dois me préparer. Je suis à ma table de cuisine. C'est la mienne. Quelqu'un m'a demandé il n'y a pas si longtemps si j'étais en colère. C'était une personne qui connaissait les grandes lignes de ce qui s'était passé. Pas tous les détails, pas le tableur, ni le numéro de dossier, ni les lettres recommandées, juste la forme de cela, et qui essayait, je pense, de comprendre comment une personne traverse quelque chose comme ça sans que cela ne laisse de traces. J'ai réfléchi à la question un moment avant de répondre, ce que la question méritait. Je leur ai dit que j'étais libre. Ils m'ont regardé comme les gens vous regardent quand la réponse que vous avez donnée ne correspond pas à la forme de la question qu'ils ont posée. Ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas la différence. Je ne l'ai pas expliqué, non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que j'ai appris que certaines choses ne se traduisent pas bien en explication. Que l'expérience de celle-ci est la seule preuve que la chose est réelle. Et qu'essayer de décrire l'expérience à quelqu'un qui ne l'a pas vécue, c'est comme essayer de décrire une couleur. On peut prononcer les mots. Les mots ne sont pas la couleur. Ce que j'aurais pu leur dire si j'avais voulu essayer, que la colère, c'est encore regarder ce qui vous a blessé, toujours en relation avec cela, toujours le laisser occuper le centre du cadre. Que la liberté n'est pas l'absence de ce qui s'est passé, mais l'absence de ce qui s'est passé comme fait principal de votre vie. Que vous pouvez tout savoir, chaque détail, chaque numéro de compte, chaque faux, chaque dimanche après-midi dans une cuisine de janvier, et que ce ne soit plus la chose la plus bruyante de la pièce. Que j'ai appelé ma banque ce soir-là, parce que j'avais cessé d'attendre que quelqu'un d'autre s'en occupe. Que j'ai déposé la plainte, parce que l'alternative était d'être quelqu'un qui savait qu'un crime avait été commis contre elle et qui a choisi le silence quand même, ce qui m'aurait transformé en une version de ce que je craignais le plus de devenir. Que j'ai dit, trop tard, parce que c'était le cas. Que je me suis relevé. Je ne suis plus la même personne que j'étais dans la cuisine de mes parents ce dimanche-là. Je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver le chemin d'elle, même si je le voulais. Elle a passé 34 ans à croire que le chemin le plus fiable pour être aimé était de n'avoir besoin de rien, de ne rien demander, de tout gérer et de rester. Je suis resté très longtemps. Le café est chaud. La lumière à travers la fenêtre est ce qu'elle est. Dehors, le chien de quelqu'un aboie après quelque chose. Et une voiture recule d'une place, et le mécanisme ordinaire d'un samedi matin fonctionne sans rien me demander. Je prends la tasse à 2 mains. Je reste ici. Si vous avez déjà été la personne responsable, celle qui a trouvé des solutions, celle qui n'a jamais trop demandé, celle sur qui la famille comptait discrètement sans jamais le dire à voix haute. Alors vous savez déjà quelque chose que Megan a dû apprendre à la dure, être fiable n'est pas la même chose qu'être en sécurité. Les personnes qui dépendent de votre fiabilité ne sont pas toujours les mêmes personnes qui la protégeront. Ce que l'histoire de Megan nous enseigne est spécifique et pratique. Votre nom sur un document est votre responsabilité légale,
peu importe qui vous a demandé de le signer ou à quel point vous leur faisiez confiance. Co-signer n'est pas une faveur. C'est un engagement financier avec de réelles conséquences. Et au moment où vous découvrez que ces conséquences ont été étendues sans votre connaissance, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de le signaler immédiatement et de laisser le système faire ce pourquoi il a été conçu. Il n'y a rien de cruel à vous protéger d'un crime. Il n'y a rien de déloyal à dire la vérité. La leçon la plus difficile se trouve sous la leçon légale. C'est ceci, les gens qui vous aiment n'ont pas besoin d'emprunter votre nom. Ils n'ont pas besoin de votre silence. Ils n'ont pas besoin que vous payiez pour ce qu'ils ont brisé. Vous a-t-on déjà demandé de couvrir quelqu'un dans votre famille à un coût que vous seul compreniez? Avez-vous déjà dit oui alors que tout temps vous disait non, parce que vous pensiez que c'était ce qu'exigeait l'amour? Si l'histoire de Meghan vous semble familière, vous n'êtes pas seul. Et si cela ressemble à quelque chose que vous vivez encore, il n'est pas trop tard pour faire un choix différent.